Bienvenue à Visionnaire, le podcast qui fait rayonner les entrepreneurs d'ici. Je suis Thierry Allegrucci, intégrateur EOS certifié. Chaque mois, je m'assois avec une ou un entrepreneur qui a su clarifier sa vision, aligner ses équipes et propulser son entreprise. Préparez-vous à être inspiré et motivé par ces parcours de visionnaires. Bonne écoute! Donc, bienvenue au podcast Visionnaire. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Anthony Gibault. Oui, Gibault, tu l'as bien dit, Gibault. J'ai failli dire Guibault parce que j'avais des amis d'enfance qui s'appelaient Guibault. J'adorerais m'appeler Guibault, c'est une marque, c'est une compagnie de transport de plusieurs centaines de millions. Mais malheureusement, on fait d'autres choses. Excellent. Ou heureusement. Donc, pour nous situer, Anthony, où est-ce que tu es rendu en affaires présentement? Où est-ce que je suis situé en affaires présentement? Investir, groupe Investir. Actuellement, on est sur 2 gros groupes. Fait que, dans mon apogée, j'ai aujourd'hui 30 ans depuis 3 jours. C'est la numérologie, c'est important. Fête. Merci. J'ai très mal au dos depuis 3 jours, juste que vous le sachiez. Et grosso modo, j'ai eu 15 entreprises à mon apogée. On a pris énormément de tournants depuis qu'on travaille ensemble, mais aussi dans les 2 dernières années avec EOS, on amène beaucoup de clarté. Puis on a pris une décision récemment en janvier, donc 2024, de se concentrer dans 2 groupes. C'est-à-dire le groupe Investir, qui est aujourd'hui le plus grand développeur en chalets locatifs au Québec, avec 850 chalets à construire à terme, dont 260 quelques qui sont faits présentement ou en construction. Puis on a le groupe Horizon, où on met beaucoup d'énergie. Carignan, c'est plus que Carignan présentement, mais dans le sens que le groupe Horizon, à l'époque, c'était Horizon Carignan, 200 maisons locatives en construction. Mais j'ai vraiment appris, on dirait, dans les dernières années, dans les derniers 5 ans où j'ai créé Investir, j'ai appris à aimer créer des milieux de vie. T'sais, je vois vraiment un impact positif sur les gens qui nous achètent des chalets, qui passent des moments en famille. Juste vous donner un exemple, il y a 2 semaines, Alicia Moffett et Frédéric Robichaud, les animateurs d'Occupation Double, se sont fiancés dans un de mes chalets au domaine Pine Hill. Fait que je vois vraiment le positif que ça dégage derrière, de pas juste construire un immeuble, mais de construire un milieu de vie. Fait qu'Horizon s'est donné comme mission, en fait, de créer des milieux de vie avec services accessibles. Fait que Carignan, c'est plus juste des bâtiments. On parle de commerce de proximité, on parle de profiter puis de rendre accessible l'école qui est à proximité, la maison des aînés. Et actuellement, le groupe Horizon travaille sur un potentiel de 25 000 portes pour les 11 prochaines années. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas dire les noms des projets, tu le sais tout à fait pourquoi, mais si tout se concrétise, on devrait créer le plus gros chantier résidentiel actif au Québec en 2025. Super. Puis quoi d'autre dans ton actif présentement? Groupe Gibault, c'est les 2 seules choses qui sont importantes. La vérité, c'est qu'on est en train de vendre, fermer, fusionner toutes sortes de petites entreprises. Pour moi, ce qui est petit, c'est ce qui est en bas d'1 million. Puis même 1 million. On dirait qu'avec le temps, ça devient juste des chiffres. On est actuellement sur des actifs tangibles de 250 millions de dollars en valeur économique. Ça veut dire en ce qu'on crée en valeur dans le marché, les immeubles qu'on construit. Potentiel. C'est plus que le potentiel. Parce que quand tu achètes une terre, mettons, à 15 millions, puis tu la lotis, tu la subdivises, tu changes le zonage, un peu ce que Luc Poirier fait présentement à la Prairie ou dans d'autres villes, tu viens créer une valeur. Fait que ton 15 millions est maintenant rendu, mettons, 100 millions. Fait qu'on est activement sur le développement de 250 millions, mais mon but, c'est de développer un ou plusieurs projets d'une valeur totale de plus d'1 milliard. Fait que j'ai pris la décision de laisser aller beaucoup de petites compagnies technologiques qui me passionnait parce que quand on a vendu l'agence marketing que j'ai fondée il y a 9 ans, je sais pas, c'était très émotionnel. J'avais un partenaire là-dedans qui est encore à mes côtés, mais qui a un autre rôle aujourd'hui, puis qui est extrêmement hot. Là. Le gars, il a fait des sacrifices, il m'a regardé dans les yeux là, en début d'année, mais Anthony, c'est beau, on crée ça dans les vidanges, puis on fait ça. Je suis comme, tu viens de me dire, on jette mes entreprises. Mais j'ai vu vraiment je me souviens la première fois que tu m'as contacté, je reçois sur LinkedIn un message. Je vois Anthony Gibault. Je lis les livres EOS, je capote, je vais implanter, j'ai 24 entreprises. Là, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est vrai, on est plus que 15 finalement. 24 entreprises. Là, je commence à regarder ton profil. Il a l'air d'avoir 25 ans, 26. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Puis on a eu la discussion. Mais effectivement, quand on a commencé à travailler ensemble, tu étais vraiment éparpillé. Oui, on est d'accord. En fait, c'est un livre que tu m'as donné qui est Good to Great.
que j'ai donné aussi à Guillaume Babatiello, en passant, du groupe Salvatore, qui est rendu dans plein d'affaires. Mais bref, ça a donné qu'on s'est croisés, puis qu'on a beaucoup parlé de ce livre-là. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, ça suffit. Si c'est clair pour moi de gérer 24, 15, 10 entreprises en même temps, c'est pas clair pour les autres. Puis je pense que l'important pour créer plus de richesse, plus de valeur, puis de donner l'espace aux autres de grandir, c'est d'amener le plus de clarté possible. Puis pour moi, ça a été de créer 2 groupes qui sont très similaires. Développer du chalet, développer des maisons, c'est similaire. D'un bord, on va créer une piste de ski, un spa. De l'autre côté, on va créer une épicerie puis une pharmacie. C'est très similaire et donc beaucoup plus facile pour nous de le calculer, de le mesurer, de l'optimiser. Puis c'est là-dessus qu'on va s'engager dans les 10 prochaines années. C'est tout à ton honneur parce que c'est ça qui m'impressionne chez toi. Je travaille avec beaucoup de visionnaires. Ça va pas assez vite, puis ils ont plein d'idées. Puis c'est difficile de les ramener puis de leur faire comprendre. Et tu es très à l'écoute. Ton équipe a fait du pushback. Tu as écouté, tu as du self-aware. Je trouve que puis tu es toujours curieux et tu veux t'améliorer. 100%. Ça m'impressionne de toi. Et je voulais te le dire. Merci. Est-ce que je mérite un livre pour ça? Un livre? Data? Le livre Data? Ouais. On pourrait. Donc, écoute, j'ai écouté, pour ceux qui veulent avoir l'histoire d'Anthony, je vous envoie un autre podcast qui a bien détaillé ton parcours. C'est le côté sombre des affaires avec Olivier Paré Oui. On a aussi le GM Podcast où on parle vraiment beaucoup de mon enfance, mes premières entreprises. Je pense que pour le podcast actuel, ça sert vraiment à rien de parler de mon parcours. Je pense que ce qui est important, c'est où est-ce qu'on s'en va dans les 10 prochaines années. Je me suis toujours promis depuis l'âge de 20 ans de vraiment prendre des risques que moins d'1% des gens sont prêts à prendre de 20 ans à 30 ans. Quand je me suis levé le matin de mes 30 ans lundi, je le savais que j'embarquais dans ma 2e phase de vie, qui est de consolider les opérations, m'assurer que les gens sont dans les bonnes chaises, puis que ce soit les bonnes personnes pour être capable d'amener le projet en fait au niveau de la vision. T'sais. Et si on regarde dans ta progression et les entreprises que tu as eues, quels ont été les gros blocages, les gros défis que tu as fait face? Dans le passé? Dans le passé. Et les gros blocages. Maintenant aussi ou dans les dernières années? Les gros blocages... Donc, la première grosse entreprise que tu as eue, c'était l'agence. L'agence, pendant 9 ans, on a monté ça à 140 employés à son apogée. On a eu beaucoup de plaisir là-dedans, beaucoup de défis. Si tu te remémores le voyage, quels ont été les gros enjeux, c'est que... Les gros plafonds là, de croissance que tu as vécu? Bien, premièrement, l'agence, je te dirais qu'on avait des enjeux un peu de maturité professionnelle. Tu sais, je veux dire, une agence marketing, à la base, c'est très jeune, ça manque d'expérience. J'ai parti ça à 19 ans. Tu sais, fait que même moi, je sortais d'un club, je veux dire, je prenais pas ça au sérieux. Là, tu sais, au début, puis... Évidemment, quand tu es le visionnaire dans une entreprise, puis ça s'appelle aussi visionnaire ton podcast, qu'on va utiliser ces termes, on peut l'appeler peu importe de façon fondateur, etc., ben tu imposes un peu où tu influences par ta culture. T'sais. Fait que c'est sûr certain que si moi, je n'étais pas prêt en tant qu'entrepreneur à créer plus grand, voire plus gros, puis être pas plus sérieux, là, mais je veux dire, si tu sors et que tu prends pas ça au sérieux, les autres prennent pas ça au sérieux. Fait que, walk the talk. Exact. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé l'agence, c'était plus un genre de party de garage. Là, ça ressemblait à Apple dans ses débuts. Là, c'était vraiment ça. Malheureusement, on n'a pas valu aujourd'hui. Mais on a fait des beaux chiffres, puis on a eu énormément de succès là-dedans. Mais tu sais, le upside de l'agence, c'est que ça a été une école extraordinaire pour moi. J'ai eu l'opportunité et l'honneur. Encore aujourd'hui, je remercie, pour te donner un exemple, Trévi, la coop fédérée, Raymond Chabot Grant Thornton, de nous avoir permis de travailler avec ces grands noms-là, parce que c'est des grands que tu apprends. C'est souvent aussi quand tu travailles avec des grandes entreprises que tu réalises que, Colin, on a tous les mêmes problèmes. T'sais. Si tu as 300 millions de chiffre d'affaires, tu as les mêmes problèmes qu'une business de 2 millions, c'est juste à d'autres niveaux. Fait que, c'est quoi la qualité numéro 1 qu'un visionnaire doit avoir? C'est la résolution de problèmes, puis surtout être capable de lâcher prise, mais pas d'encadrer, là, mais de permettre aux autres de s'élever. Fait que ça devient vraiment un lâcher prise, là, c'est un facteur commun chez tous les visionnaires. C'est la première chose qui doit être faite, c'est de commencer à lâcher prise, puis c'est difficile. Ben, c'est difficile, mais c'est parce que le mot lâcher prise que tu vas lire dans la plupart des livres, selon moi, il est faux. C'est-à-dire que ça dépend de ta perception de lâcher prise. Si tu dis à un de mes amis lâche prise, il lâche prise. Un peu comme lâcher là, la barre quand tu fais du wakeboard. Ça tombe direct. Fait que lâcher prise, c'est plus d'apprendre à bien déléguer. Déléguer, c'est pas de garocher ça à quelqu'un puis dire... Pas de garder tous les singes sur son dos. Non, mais d'y aller vraiment étape par étape. Puis le delegate to elevate qu'on utilise en ce moment aujourd'hui, puis tout le monde l'utilise.
visualises, te permet vraiment de visualiser c'est quoi dans le prochain trimestre que je veux passer au prochain pour m'élever. Puis basé là-dessus, mais tu peux mieux réfléchir puis pas le faire trop vite, c'est-à-dire mal le faire, le structurer, le faire bien, t'assurer que c'est pris en charge pour ensuite te dégager. T'sais. Fait que c'est pas lâcher prise, c'est plus d'aider les autres à s'élever puis à prendre plus de responsabilités. T'sais. Puis la première étape à ça, c'est d'avoir les bonnes personnes. Dans les bons sièges. Ben oui, exact. On ne peut pas déléguer si on n'a pas confiance que la personne comprend la job, la veut et a la capacité. 100%. Sinon, on va faire du micromanagement, puis on va juste faire semblant de déléguer, mais finalement, on est toujours sur le dos de la personne, puis on ne lui fait pas confiance. 100%. Excellent. Quoi d'autre comme blocage? Donc, au niveau de... Vous êtes parti quand même de 0 jusqu'à 140 employés? Oui, 0 à 140, ça s'est effondré. C'était magnifique. Tu sais, un château de cartes. Puis la raison, c'est parce qu'on avait énormément de direct report en dessous de peu de personnes. Fait que ce que ça fait, c'est quand tu dépasses 7 à 10 direct report, tu les gères mal. Quand c'est mal géré, c'est pas productif, c'est pas efficient, ça crée de la frustration. Fait que ça s'est pas effondré, mais je veux dire, on a passé de 140 à 80. Là. C'est quand même drastique. Là. Vous avez passé des étapes que vous auriez dû faire de structure puis de... Exact. On a sauté des étapes. Ouais. Mais ça a été une très belle école. Mais tu sais, si j'avais su ce que je... Tu sais, je dis souvent, aujourd'hui, on me dit, Anthony, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends autant de risques? Parce que si je perds tout demain matin, je suis capable de reconstruire ça en 3 mois. Tu sais, c'est la chose qui a le plus de valeur pour 3 moi... 3 mois pour toi, qui est 10 ans pour non, quelqu'un. Mais oui, peut-être. Mais le point est que ça va m'avoir pris 10 ans à me rendre où je suis aujourd'hui, mais ce que j'ai appris, tu peux pas me l'enlever. Tu peux m'enlever mon compte de banque, tu peux m'enlever mes terrains, mes actifs, tout ce que tu veux. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est ça qui a de la valeur. Tu sais. Tu peux répéter. Exact. Puis concrètement, l'être humain évolue, comment dire, puis il évolue à son rythme. Fait que moi, j'ai peut-être évolué plus vite que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont toujours mieux que toi. Fait qu'il y en a d'autres qui ont évolué plus vite que moi, mais le point étant que si tu me ramènes avec ce que je sais aujourd'hui à 20 ans, AMM aurait été une expérience complètement différente. Mais c'est quoi l'expérience d'AMM? C'est quoi le downside ou les expériences que j'ai eues dans le passé qui était ta question? AMM a été une école d'apprentissage RH. J'ai été chercher des crédits au HEC, donc je suis allé au HEC chercher des crédits en ressources humaines parce qu'à un moment, j'étais désespéré. J'ai mis en place un peu de Scalable, un peu de Scorecard, un peu de toutes sortes de machins que je trouvais sur Internet pour essayer de faire fonctionner ça. Ouais. Mais essentiellement, tu vois, c'est iOS qui m'a amené le concept du BPBS, bonne personne, bon siège, puis qui a surtout permis de regrouper ces éléments-là. À l'époque, Thierry, là, j'avais ce que j'appelais de AMM OS, bref, un peu comme iOS, mettons, là, Operating System. Puis je passais là, littéralement 20 heures par semaine à créer ma propre bible d'opération. C'était les processus puis tout ça? Non, comment on doit travailler en tant qu'équipe. Exemple, je sais pas moi, comment créer un process. C'est ce qu'on voit dans The Process of Process ou comment remplir un score. Je passais beaucoup de temps à travailler sur les outils administratifs au lieu de travailler sur l'entreprise. iOS, ce que ça l'a amené dans les 3 dernières années, c'est concrètement un langage. Puis ce langage-là, j'aurais pu réussir à le créer, ce qui n'a pas fonctionné à l'époque. Ça a été une de mes grands apprentissages, mais iOS t'amène une bible que tu peux donner à n'importe qui n'est pas maintenue par toi, et donc ce temps-là que tu n'investis pas là, tu peux l'investir ailleurs. C'est très simple, c'est la base de tout. 100%. Et comme tu dis, trop souvent, on peut avoir l'analyse de paralysie d'analyse où, comme tu travaillais dans l'entreprise à mettre des choses en place, mais tu ne travailles pas assez sur l'entreprise. Tu étais en train d'essayer de travailler comment bien faire, mais pas pourquoi je le fais, puis se focusser sur les bonnes choses. 100%. On perd la vision. 100%. C'est toujours un dilemme pour les visionnaires de regarder le futur, puis regarder ce qu'il y a, puis de jauger la bonne dose. 100%. Mais c'est même plus que ça. Pour conclure, mettons, cette parenthèse, je dis que je sortais quand j'avais 19 ans, et même, je veux dire, ça a eu plus qu'une année. Là, ça, c'était la première année, mais le point est que à essayer de vouloir grandir trop vite, à pas mettre les bonnes personnes dans les bons sièges, aujourd'hui, je sais que la raison du pourquoi on a monté, descendu, c'est parce qu'on n'avait pas les bons gestionnaires dans les bonnes chaises. Et donc, si tu ne mets pas une bonne structure de gestion avant d'engager les bonnes personnes en dessous de toi, ben, ces gens-là deviennent frustrés, démotivés, non performants. Puis c'est à ce moment-là que ça s'effondrait parce qu'on voyait qu'avec 8 personnes, on livrait l'équivalent de X sites web, puis ça prenait normalement, selon nos calculs, 2 personnes pour faire ça. Fait qu'on était
sur-effectif de 6, donc c'était plus rentable. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on vidait le bateau, on remplissait le bateau, mais à chaque fois qu'on faisait ça, on apprenait quelque chose, mais ça a pris quand même, tu sais, un bon 5 ans, je te dirais, avant d'avoir une recette qui a fonctionné pour AMM, puis fonctionner, à l'époque, ça avait une définition. Aujourd'hui, je sais que j'aurais pu être encore mieux, aller encore plus loin, tu sais. Donc, après l'expérience de l'agence, Mac, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai toujours été... Oui, en fait, j'ai parti le groupe Gibault quand j'avais officiellement 15 ans. Donc, le groupe Gibault n'a jamais été incorporé, mais était une vision depuis le début de créer plein d'entreprises. Puis, tu sais, ce qui s'est passé à l'agence Thierry, c'est qu'au moins une fois par semaine, j'avais un client qui venait me voir puis qui avait une idée révolutionnaire, mais qui n'avait pas d'argent. Fait que, grosso modo, ce qui se passait, c'est que j'investissais dans leur business en marketing ou en fonds de roulement parce qu'on avait l'avantage où on avait beaucoup de cash flow. À un certain moment, il y a des moments où tu n'en as pas, il y a des moments où tu en as. Mais à ces moments-là, on investit dans beaucoup de petites entreprises. Et donc, mon idée, c'était de me dire, j'ai une machine marketing qui fonctionne, on génère des centaines de millions en chiffre d'affaires pour nos clients concrètement mesurables, calculables par lead, vente en ligne, toutes sortes de façons. Parce que AMM, c'était quoi? C'était pas une agence marketing, c'était une agence en numérisation. Tu sais, je voyais le besoin de, oui, créer des sites web puis générer des leads, mais au Québec, si on se ramène en 2015-2016, personne n'avait de CRM à l'époque, qu'on appelle un Customer Relationship Management Software. Et donc, la plupart des entreprises qui disaient que le marketing web n'était pas rentable, c'est parce qu'ils ne le mesuraient pas. Fait que, tu sais, ça revient à ton livre data qui est là. Si tu ne le mesures pas, arrête de me dire ce que tu penses savoir. C'est des opinions. Tout le monde exactement. a des opinions. Parle-moi pas de ton opinion, donne-moi des faits. Et donc, en implantant les CRM, on était capable d'amener les faits et donc de prouver aux entrepreneurs, aux visionnaires de ces entreprises-là qui étaient mes clients, que ça fonctionnait. Et je me suis complètement perdu dans ma phrase. Il va falloir que tu me ramènes. Je m'en allais où là-dedans? Ah oui, Groupe Gibault. Fait que Groupe Gibault... non, mais tu sais, quand je parle... fait que Groupe Gibault existe dans ma tête depuis 15 ans, est incorporé depuis, je pense, depuis que j'ai 22, 23 ans. Mais l'idée, pour moi, ça a toujours été d'avoir un impact positif dans plein de petites entreprises. Ce que j'ai fait, comme tu dis, quand je t'ai contacté, on en avait 24. Dans ma tête, on en a eu 15 à notre apogée, sûrement plus que ça. Là. Il y en avait des petites qui faisaient 100 000, des moyennes qui faisaient 1 million, des grosses qui faisaient 4, 5, 10, 20 millions, ça dépend de laquelle. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'était pas la solution. Il fallait le faire, hein? Il fallait l'essayer. Puis là, je réalisais que dans le fond, je mettais énormément d'énergie. Et souvent, je réalisais, en fait, ce qui me donnait mon déclic au 1er janvier 2024, c'est que je réalisais que je mettais 80% de mon temps dans ce qui rapportait rien, puis 20% de mon temps dans ce qui rapportait tout. Fait que grosso modo, à un moment donné, il faut que tu viennes à l'évidence. Fait que Groupe Gibault, j'ai fondé ça dans le but, justement, de créer un parc d'entreprises géré par le Groupe Gibault. Synergique, on est d'accord. Puis mon objectif a toujours été, va toujours rester, ça c'est mon mantra, c'est écrit en haut de mon lit chez nous, c'est rassembler les talents d'aujourd'hui pour faire face aux défis de demain. Parce qu'essentiellement, le rôle d'un visionnaire, c'est de régler une problématique de société. Tu sais, je veux dire, au final, les problématiques changent, ils évoluent, il va toujours en avoir. Et plus le problème que tu règles est gros, plus normalement tu as un retour positif, c'est-à-dire que tu as de la profitabilité et du chiffre d'affaires qui grossit. Et donc, l'idée pour moi a toujours été de rassembler la meilleure équipe. Ce qu'on fait et ce qu'on se peaufine à faire depuis presque aujourd'hui, mettons, j'ai commencé en affaires à 15 ans, premier vrai gros employé 18-19, fait à peu près 11 ans en date d'aujourd'hui. Et donc, le groupe Gibault existe encore. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de laisser aller des entreprises, vendre d'autres entreprises et bref, de faire le ménage, hein, comme tu le fais dans ton garage au printemps, amener plus de focus. Amener le focus, l'énergie sur les bonnes choses. Exactement. Puis de là, en fait, la vraie histoire, c'est que pendant que j'étais à l'agence, je devais effectivement peut-être en avoir même 30 petits projets, entreprises de toutes sortes. Et un de ces projets-là, c'était Investir. Investir, je l'ai parti il y a 5 ans et j'ai vendu l'agence en question il y a 3 ans. Donc, ça s'est chevauché pendant 2 ans. Et Investir est un accident de parcours. La vérité, c'est qu'Investir, qui est aujourd'hui le plus grand développeur en chalets locatifs, 3 domaines, 850 chalets, à peu près 150 millions de pieds carrés, j'arrive à un mariage avec ma conjointe Marilyn de l'époque et encore aujourd'hui, que tu connais d'ailleurs. Et on sort d'un mariage à l'hôtel du Lac Carling, puis je dis « Wow! On est bien, hein, pas de pression, pas de stress. C'était vraiment, vraiment bien. » Puis j'ai dit... on devrait s'acheter un chalet ici. On était à Brownsburg-Chatham, à l'hôtel du Lac Carling. Souvent, ça arrive. Hein? On est en vacances dans un bon milieu, puis on se dit... On va en acheter un. Puis je faisais déjà de l'immobilier, mais plus commercial, parce que je savais essentiellement que j'étais tanné d'être dépendant des bailleurs. Fait que j'achetais mes immeubles commerciaux. Fait que je connaissais l'immobilier. Puis ce que je savais au niveau du chalet locatif, c'est qu'il ne fallait pas acheter en résidentiel avec accessoires court terme. Il fallait acheter un zonage, pour l'explication plus claire, qui était vraiment un zonage commercial.
Et donc, le plus petit zonage commercial de la région, c'était le plus petit terrain avec zonage commercial que je voulais, c'était 1,7 million de pieds carrés. Fait que là, dépose une offre d'achat, est acceptée, je reviens à la maison. « Hey chérie, on a acheté notre chalet. » Elle me dit « Ah ouais, c'est quoi le terrain? » Ouais. Les enfants vont avoir de la place. Là, elle capote. Elle dit « T'es tombé sur la tête, 1,7 million de pieds carrés. C'est juste illogique. » Elle s'attendait à 100 000, 150 000 pieds. Fait que je dis « Non, mais regarde mon idée de génie. Un autre projet. » On va se créer un parc familial. On va avoir comme 25 terrains, puis on va convaincre nos amis d'embarquer, puis ça va faire comme un mini-domaine privé. Okay. Le but, c'était pas de faire une activité commerciale ou une grosse entreprise de ça. Et l'idée là-dedans, c'est que finalement, comme tout projet que tu fais avec tes amis, on est à Samana, on fête en 2020, donc les feux d'artifice, toute la patente, je vais me rappeler toute ma vie. Puis mon dernier ami est le plus fiable, qui est encore mon ami aujourd'hui, il s'appelle Guillaume. Puis j'ai dit, puis Guillaume, t'embarques-tu? Les autres, je savais qu'ils avaient tout lâché. Tu sais. Puis il me dit, ouais, ma femme, elle va changer de job. Là, j'étais comme, là, si lui, il embarque pas, il n'y a personne qui va embarquer. J'ai manqué mon idée. Puis j'ai perdu patience. Et donc, mais t'avais le terrain? J'avais le terrain, je l'avais acheté. Je l'avais acheté, j'avais commencé à le déboiser tout. Même que j'avais acheté, moi je me pensais, je pensais que j'allais déboiser la rue moi-même. 1 kilomètre de rue, j'achète 3 chainsaws, moi, Guillaume, un ami, on s'en va là. On a fait 50 mètres en 3 jours. Si vous voulez faire du développement de terrain, engager des bûcherons, c'est des professionnels. Puis c'est très difficile de bûcher en plein hiver avec des raquettes, mais belle expérience. Et ceci étant dit, je me dis, bon, de la merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que je me suis dit, je vais me débarrasser des 24 terrains que je veux pas et je vais le mettre sur Marketplace. C'était pas en pandémie, on était juste sur Marketplace. Ouais, Facebook Marketplace. Okay. Je mets ça, j'annonce une visite libre un samedi, ma mère vient m'aider. Puis là, j'arrive sur place, je suis comme, voyons donc, man, il y a 200 personnes. C'est un événement Facebook bien standard, gros événement. Puis il finit par vendre tous les terrains en une journée. Juste pour vous situer, on est en janvier. T'as fait le lotissement? Ouais. Puis tu vendais les terrains séparément? Moi, dans la vie, j'attends pas que les autres me donnent leur approbation. Okay. Ça, c'est un enjeu, mais plus maintenant. Mais, fait que, tu sais, j'avais tout fait. Là. Moi, j'étais prête à construire. Là, j'attendais juste de savoir ce que j'allais faire avec les terrains, puis surtout les vendre, parce qu'il y a une partie de l'argent qui allait me servir à construire. Et donc, je vends tout en une journée, les 25 terrains. Je reviens à la maison avec Marilyn qui me jugeait parce qu'elle me disait « T'as encore été trop vite, comme d'habitude, t'as pas attendu qu'ils disent oui. » Je suis comme « Oui, mais tu sais, dans la vie, selon moi, l'être humain n'est pas capable de prendre une décision. Fait que moi, mon rôle, c'est de faire prendre une décision. Tu sais, passe à l'action. » T'es très bon pour ça aussi. Pas pire. Avec Future Shop, t'as bâti une belle capacité de convaincre. Oui, ben convaincre. Je dirais plus, tu sais, au final, c'est de guider les gens vers la prise de l'action. Parce que, tu sais, les gens me disent souvent, comment tu fais, Anthony? Waouh, c'est beau. J'ai rien de beau là-dedans. Je fais juste faire plus d'action que toi. Tu sais, fait que c'est, lève-toi le matin, fais 4 choses de plus que moi, puis fais ça tous les jours pendant 10 ans. Tu me fais penser à Nicolas, que je vais avoir dans un prochain podcast. Et c'est la même chose. Lui, il pousse les gens, il dit, OK, oui ou non? Go! Arrête le niaisage, là. C'est oui ou non? C'est le concept du IDS, hein? On veut moins parler puis plus agir. Il n'y a aucune valeur dans une discussion. La valeur, c'est le progrès, c'est dans l'action. C'est là, la solution se trouve souvent dans l'action. Puis je le répète tout le temps, les clients, arrêtez de on ne sait pas. Si vous ne savez pas, avancez, puis on va se réajuster. Et tant que tu n'avances pas, il n'y a rien qui se passe. 100%. On crée des opportunités. On est d'accord. Des fois, on en crée trop. Puis l'important, c'est d'être capable de se remettre en question. Et tu sais, ça, c'est vraiment malheureux, mais pour connaître beaucoup de visionnaires de ton cercle, de mon cercle, j'en connais beaucoup qui sont très bons là-dedans, dans la rétrospective, puis de se challenger, mais j'en connais beaucoup aussi. Puis moi, si je me donne une phrase de c'était qui Anthony à 20 ans, c'était un jeune entrepreneur qui manquait d'expérience, avec beaucoup d'ego, qui pensait toujours avoir raison. La vérité, c'est quand tu apprends à travailler sur ta propre personne, ton mindset, ton mental, ton physique, tout ce qui te compose en tant qu'être humain, c'est là que tu évolues. C'est là que tu es capable d'aller plus loin parce que là, je veux tout le temps avoir raison n'est plus nécessaire. Il faut que l'entreprise grandisse puis il faut qu'on prenne ensemble la meilleure décision pour que l'entreprise grandisse. Puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans nos comités de direction qui ont l'air d'une... On a un nouvel employé qui est rentré cette semaine dans le comité de direction puis capotait. Il sort de là, il dit « Voyons, on dirait que vous êtes engueulés tout le long, War Room. » On ne se crie pas après, mais ceci étant dit... Des débats constructifs. Sacrifice. Pour vrai, tu mettrais ça à la TV, c'est tout un show. Là. Des fois, j'ai des groupes... Quand c'est le temps, à la fin de session, on se donne tout le temps la rétroaction, on se note. Là, la session, comme on a travaillé 1 sur 10. Puis il y en a des fois, ils mettent 8. Je trouve que on est parti un peu dans toutes les directions. Là, le ton s'est élevé. Je dis non, c'est parfait. Là, ça veut dire que vous êtes prêt à mettre les enjeux sur la table puis à débattre avec de l'énergie, de la volonté. Plutôt que de dire, c'est pas à moi de prendre la décision, c'est à l'autre, puis de travailler en silo.
100%. Donc, puis tu vois, dans mes autres entreprises, c'était ça l'enjeu. C'est que je prenais toutes les décisions. Ouais. Fait que, là, tu as des yes men après, puis des gens qui Exact. attendent que tu prennes la décision parce que de Exact. toute façon, tu leur laisses pas prendre la décision. Fait Exact. Mais encore une fois, c'est d'être capable d'avoir la capacité d'élever les autres. Puis, tu sais, j'ai eu un parcours en 4 phases. Tu sais, ma pire phase, on va dire, ou ma meilleure phase, ça dépend comment tu le vois, parce que selon moi, il n'y a pas d'échec dans la vie. Soit tu apprends, soit tu gagnes. Hein. C'est simple de même. De 19 à 22 ans, j'ai appris énormément. Puis c'est à partir de 22 ans que les choses se sont mises à aller extrêmement bien. Puis aujourd'hui, on est fiers. On est très fiers de ce qu'on bâtit, puis on continue d'évoluer. Super. On l'a parlé en tant que visionnaire, toi, ça va très vite dans la tête, puis on le voit, avec ton débit, ça va très vite, tu as beaucoup d'idées. Un visionnaire, ça va toujours plus loin, plus vite que quelqu'un, connecte les points ensemble. C'est pas facile à... je vois qu'il y a beaucoup d'impatience, souvent des visionnaires, les choses vont pas assez vite. Comment tu as dealé avec ça? Est-ce que tu le vis encore avec ça? Oui, mais je pense que c'est ton rôle. T'sais, si tu veux qu'on adresse la posture d'un bon visionnaire, selon moi, un bon visionnaire, selon le livre que je vais sortir au moment où vous allez écouter cet épisode, se trouve dans le cadran Q4 ou Q5. Okay? Puis vous achèterez, vous pourrez aller dans toute bonne librairie acheter Éternel et satisfait. Parce que pour vrai, j'ai vraiment adressé ça comme une thérapie. Puis le point est que un bon visionnaire, selon moi, doit créer en fait pas la tendance, là, mais la cadence. C'est ça que je cherchais comme mot. C'est ça ton rôle. Si tu mets pas de pression, ça avancera pas à la vitesse que tu veux. L'important, c'est d'être capable de doser entre la capacité des autres et ton vouloir. C'est-à-dire que toi, si tu veux ça, mais que ton équipe est capable de faire ça, ben va-t'en juste en haut de leur capacité pour être capable d'aller chercher leurs 110, 120%. Il y a toujours une tension qu'il faut que tu gardes, mais si tu vas trop loin, là, ça snap. On voit beaucoup dans les visionnaires, ben 100%. Puis moi, j'ai appelé ça dans mon livre la tension créatrice. Ouais. Ton rôle, c'est d'amener la tension créatrice parce que l'innovation se crée dans le conflit. Le mot conflit ne veut pas dire de chicaner. Il se crée dans des débats, dans du conflit. Des débats plus. Écoute, Thierry, quand tu lis toutes les... Si tu es un bon lecteur comme moi, je lis quasiment un livre par mois en ce moment, puis à une certaine époque, j'en lisais un par semaine. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. J'ai 2 enfants, une femme, puis d'autres choses à faire. Mais pour vrai, les plus grandes innovations de cette planète Terre ont été créées dans les plus grandes crises et dans les plus grandes dépressions. Ouais. En récession, on crée plus de choses que quand l'économie va bien. Quand l'économie va bien, tu as juste à être correct puis tu fais de l'argent. Quand ça va mal, il faut que tu trouves des solutions. Exact. Puis c'est ce qui distingue, selon moi, un bon visionnaire d'un mauvais visionnaire, sans dire bon et mauvais. Je pense que efficace, peut-être. Ben, efficace ou juste... rassembleur. Oui, puis je pense que c'est juste, tu sais, comment tu l'amènes, mais surtout comment tu te sens dans ta posture. T'sais. Un mauvais visionnaire va souvent essayer de garder une cadence constante tout le temps. C'est pas ça que tu dois faire. Tu dois t'adapter. La vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Et donc, tu dois des fois mettre plus de pression, des fois moins de pression, puis c'est là que tu es capable d'aller chercher vraiment l'engagement maximal de tes équipes. Ça prend une prise de conscience de soi-même d'abord. Évidemment. Et je ne sais pas si tu as lu tes lecteurs. Gino Wickman, il a sorti un livre à un moment donné, Shine, qui s'adresse justement aux visionnaires qui, pour justement, c'est un peu d'une thérapie. C'est un livre qui t'aide à prendre conscience de qui tu es, pourquoi tu es comme ça, l'accepter, puis après ça, comment tu deals avec. Puis comment tu le mets en application, justement, cette force moteur, au lieu qu'elle soit destructive, qu'elle soit constructive. Donc, c'est un peu de ce qu'on parlait. Je suis 1000% d'accord avec ce que tu dis. C'est de canaliser l'énergie sur la bonne chose. Il ne faut jamais être dans le négatif. Moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie, puis je trouve qu'il n'y a rien de positif dans le négatif. Fait que trop souvent, j'entends « je suis comme ça, je peux pas changer ». Non. OK, tu peux pas changer à l'interne de toi. Tu es comme ça, mais tu peux réagir à comment tu réagis à l'environnement, comment tu réagis, les décisions que tu prends. On ne change pas génétiquement qui on est puis comment on est, mais on peut changer notre réaction aux événements, à ce qui arrive dans la vie. Et c'est ça qui fait la différence d'une personne qui a conscience de ses mécanismes puis de les rendre constructifs plutôt que destructifs, comme on parlait. Je suis d'accord, mais je rajouterais que tout le monde peut changer, et même à l'intérieur. Ce que tu veux dire, c'est que tu vas avoir la même personnalité, mais comment tu te comportes, comment tu vis, comment tu impactes ou influences les autres, tu as 100% du contrôle là-dessus. Puis tu peux tourner down les triggers que tu as, tu peux les baisser le volume avec le temps, avec l'effort. 100%. La vie, c'est des ondes, puis il faut juste... Voilà.
Excellent. Ta réponse, c'est ça. Le futur? Où est-ce que tu le vois, le futur? Où est-ce que je vois le futur? Mon futur ou le futur? Ton futur, tes entreprises. Donc, Parce que on parlait de phase 19 de maturité. Écoute, la vie n'est pas finie. Même si t'as mal au dos depuis 3 jours, t'as frappé le 30 ans, la vie est loin d'être finie. Je fais des blagues avec ça. Je suis d'accord, la vie n'est pas finie. Puis 30 ans, c'est une nouvelle époque. Je me souviens que tu te donnais l'horizon de 40 ans, puis après ça. Exact. Est-ce que c'est toujours on va pas dire ça. Puis parce que le mot retraite, tu sais que j'y crois pas. Je te vois pas à la retraite à rien faire. Je pense juste que c'est un mot inventé par la société. Essentiellement, je ne crois pas au mot retraite. Moi non plus, je me vois pas prendre la retraite. Fait que, actif dans ce que je fais, travailler plus de 40 heures par semaine, ce qui est présentement 80, mettons. Mais pour moi, c'est pas du travail. J'ai pas travaillé une journée dans ma vie, même s'il y a des journées plus difficiles que d'autres. Je m'amuse, j'aime ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Je te l'ai dit un peu au début du podcast, de 20 à 30 ans, je m'étais dit je vais prendre des risques incalculables parce que je pouvais tout reconstruire assez facilement de ma perception. Et donc, lundi, il a fallu que je me reprogramme. Et ça a pris toute la fin de semaine, puis une coupe de shots de tequila avec mes amis pour souligner l'anniversaire. Mais j'ai décidé de rentrer en phase de consolidation. Puis pour moi, ce que ça veut dire une consolidation, c'est vraiment on a déjà les actifs, on a la valeur économique. Juste avec ce qu'on a actuellement, on est capable de créer plus d'1 milliard en valeur économique créée et même en chiffre d'affaires sur les 11 prochaines années. Donc, mon but est de me concentrer sur les 2 pôles qu'on a. Et là, tu vas être surpris, mais ça veut dire pas créer d'autres entreprises. Ça m'a pris... Tu avais donné la promesse à ton équipe de direction de les 2 prochaines années. Ouais. Pas de nouvelle Inc. On en a créé, on n'a pas respecté cette promesse, mais la vraie promesse que j'ai faite, c'est que j'ai mis sur un cadre que toute entreprise non rentable ou en bas de 500 000 de chiffre d'affaires, ce qu'on considère petit chez nous, dans ma tête c'est 1 million, mais j'ai écrit 500 000 à cause de Marc-Antoine que tu connais, on la fermait et on a fermé 11 incorporations cette année. Fermé, on a vendu, fermé, fusionné pour des pertes fiscales, fait qu'on on a consolidé tout ça. Donc, la phase de consolidation des 10 prochaines années qui s'amorce depuis 7 semaines, au moment où on enregistre ce podcast en juillet. Tu couperas ça si tu ne veux pas savoir juillet, mais on est en juillet, la gang. C'est vraiment de me focusser sur Groupe Investir et Groupe Horizon parce que, moi, ce qui m'anime, c'est pas le milliard que je verbalise, mais je me le permets ici parce qu'on parle de chiffres en tant que visionnaire. C'est sûr qu'il faut que tu contrôles tes chiffres. BIAG. Hein? Les gros objectifs audacieux, il faut se donner. Hein. Oui, 100%, mais c'est plus que ça pour moi. Je le dis à tout le monde, mais Thierry, mes enfants ont aujourd'hui 4 ans. Ils ont 3 ans et 3 quarts, mettons 4 ans. L'immobilier double à chaque 10 ans depuis 50 ans. Fait que si la maison moyenne aujourd'hui n'est pas si, elle vaut, selon Statistique Canada, 580 000. 600 000. 600 000 pour faire un chiffron. Si ça continue, mes enfants vont avoir 14 ans. La maison moyenne au Québec va coûter 1,2 million. Puis là, mes enfants vont sortir du cégep. Tu n'as rien au cégep. Au cégep, tu as 24 ans. Si je me remets dans cette posture-là, j'étais en apprentissage, je ne savais pas où je voulais aller dans la vie, j'essayais toutes sortes de choses pour le comprendre. C'est ce que je me suis promis à moi-même. C'était un pacte avec moi-même d'essayer tout pour savoir ce que je voulais faire. Ou le plus de choses possible pour ne pas dire tout, ou tout. Et donc, le 1,2 million, quand mes enfants vont avoir 24 ans, ça va être 2,4 millions. Ouais. Fait que la vérité, c'est qu'on a un sérieux problème de société. Dans le sens que... salaires, ils doutent pas pendant ce temps-là. Non, puis là, les gens qui doutent de ça, des fois, dans des cercles d'amis ou quand je fais des podcasts, les commentaires sont comme 2,4, t'es malade, dans 20 ans, ce sera pas ça. Ben arrête, regarde Vancouver. On finance une maison sur 100 ans, puis on appelle ça une hypothèque amphithéotique. C'est-à-dire que j'achète une maison dans le but de léguer l'hypothèque à mes enfants. Ouais. C'est complètement stupide. Ben non. C'est complètement fou, mais c'est la réalité. Ouais. Fait que pour moi, ma mission actuelle est vraiment plus grande que moi-même, c'est de rendre accessible l'immobilier at large. Que ce soit avec Investir, qui est de rendre accessible l'investissement en chalet locatif pour tout le monde. Parce que selon moi, le chalet locatif, c'est plaisant, c'est rentable, c'est le futur, puis c'est aussi une bonne façon d'économiser, de rentrer en immobilier, d'avoir une retraite ou du moins avoir une liberté financière au moment où tu décides de step back et donc de profiter de la vie. Fait que pour moi, cette mission-là est assez grande pour me motiver pour les 10 prochaines années. Excellent. Sur ce, je vais te poser des petites questions en rafale. Bien sûr. Donc... ma couleur préférée, vert. Super pouvoir. Quel est ton super pouvoir, selon toi? Rassembler les gens. Honnêtement, j'en ai de plus en plus conscience et donc ce que je dis, ce que je verbalise, comment je parle aux gens, comment je communique, c'est rendu vraiment... ce que j'appelle mon unique ability. Vraiment, je travaille là-dessus, je veux vraiment le développer parce que ça peut être
un super pouvoir comme du négatif, si c'est mal fait, mal appliqué. Une secte, hein? Tu vas te partir une secte? Je veux pas me partir d'une secte. Non, mais rassembler. Non, mais rassembler dans le côté négatif, ça serait... Oui, le partir d'une secte. Mais pire que ça, je pourrais influencer négativement les gens. Et pour moi, j'ai une responsabilité sociale de permettre aux autres de s'élever. Puis tu sais, la plupart des gens qu'on a en entrevue présentement, je dirais quasiment 1 sur 3, ce qui est énorme, parlent de « j'ai vu Anthony, je veux ça, puis j'aime la vision ». Mon but, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre notre vision, qu'elle soit vraiment claire, comment ils peuvent y contribuer, comment ils peuvent nous aider à l'amener ailleurs, puis surtout c'est en ligne avec ton why, hein? Ton créneau. Pas créneau. Le créneau, mais ta raison d'être. Ma raison d'être qui est rassembler les talents d'aujourd'hui pour faire face aux défis de demain. Parce que la vérité, c'est quand je vais arrêter, ou du moins, j'arrêterai jamais, mais quand que je serai plus... activement en train de générer de la croissance pour l'entreprise, amenons-le comme ça, c'est important pour moi qu'il y ait des gens pour prendre la suite parce qu'il n'y a pas de fin aux problèmes de société. Il va juste avoir de plus en plus de problèmes, en fait. Puis le prochain va sûrement être Elon Musk, qui va nous amener sur Mars. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les tours à condos à Montréal? Mais là, on est très loin. Tu vas t'acheter des millions de pieds carrés sur Mars. Pourquoi pas? Si tu avais une discipline, une habitude ou un seul outil à garder... c'est comme 8 questions en une. Fait que une discipline, un outil... À garder? Oui. Si tu avais à garder un seul outil, discipline ou habitude qui t'a amené où est-ce que tu es, puis tu dis, celle-là, il faut que je la garde. Tu m'en poses des bonnes. Puis je me suis préparé en plus. Tu sais, je te parle beaucoup de livres, mais celle-là, c'est une excellente question. Il y a tellement de choses que je garderais. Tu sais, la vérité, c'est que la chose qu'on pourrait me prendre qui me ferait vraiment mal, pour moi, l'argent, c'est un outil, là, ça n'a aucune valeur. C'est un outil pour atteindre des objectifs, mais tu sais, ce que je sais, j'y tiens, là, tu sais, c'est de l'art. C'est dur de choisir une chose. La chose que je te dirais, c'est ma capacité à avoir une rétrospective hebdomadaire sur moi-même. Chaque dimanche, puis ça, c'est un conseil que je vous donne à ceux qui vont écouter ce podcast. Je suis dans mon lit, je bois mon café le matin, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée qui a un impact positif sur ma semaine? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Puis après ça, je viens évaluer ma semaine, moi-même sur ma semaine de 1 à 10. Puis je viens moi-même me donner une rétrospective si je me donne une note de 8 et moins. Des fois, c'est je me suis pas entraîné, j'ai pas assez d'énergie. Tu sais, ça varie, mais ça me permet de réaligner. Puis honnêtement, cette préparation du dimanche, qui est clairement une préparation de mon mindset, me permet de faire ce que mon équipe me félicite souvent de faire, de garder mon focus, d'être capable d'accomplir un minimum de 3 tâches à haute valeur par jour. Le but, c'est pas d'en faire 50. Là. Fais-en 3 qui ont une grosse valeur. Fais ça 300 jours par année. Tu viens d'accomplir 900 tâches à haute valeur dans ton année. C'est la règle du 80-20. Une autre suggestion de livre de One Thing, tu l'as lu? Oui, évidemment. Mais non, mais c'est parce que Thierry, tu sais que tous les livres que je te donne, je les lis en dedans de 2 semaines. Fait que c'est sûr je pars avec data. Mais pour vrai, je vous le dis, si vous voulez des livres, c'est un bibliothécaire né. Et donc, c'est ça. Meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné en affaires? Le meilleur conseil, c'est Georges Karam qui me l'a donné au Costa Rica. J'étais vraiment remise en question à ce moment-là, c'était en 2024, et donc la décision de laisser aller des entreprises enfermées, il y avait vraiment de l'émotion là-dedans. Puis j'ai amené une phrase, puis j'en ai eu plein de bons conseils, mais le dernier bon conseil que j'ai eu, c'est vraiment celui-là. J'y ai dit, Georges, tu fais quoi quand tu te trompes? Tu sais, ça m'est arrivé énormément de fois dans ma carrière entrepreneuriale d'amener l'équipe par là. Tout le monde me suit parce que j'ai une unique habilité de... Les gens sont rassemblés, exactement. Puis Colin, on est 3 mois dans le projet, puis je fais comme un sacrifice. C'est pas la bonne direction, là. Puis là, j'ai eu beaucoup de misère dans ma vie à faire comme... J'ai eu une incapacité à lâcher prise là-dessus. J'avais comme le sentiment de l'imposteur ou, mettons, une conscience. Ça me pesait. Oui, mais c'est humain, ça. Oui, c'est très humain. C'est la sunken fallacy, sunken cost fallacy. On a investi beaucoup dans quelque chose, puis là, on sait que ça va pas dans la bonne direction, puis on dit encore, j'ai tellement investi, je vais continuer au lieu d'arrêter puis de dire non. Il y a un peu d'ego là-dedans, mais pour reprendre ton terme, c'est que je me sentais mal pour mon équipe. J'avais de la misère à dire je suis désolé, je vous ai amené dans la mauvaise direction. Puis bref, on était sur une plage au Costa Rica avec une zone de soutien, vraiment un beau setup. Puis je pose la question à lui et à son intégrateur qui s'appelle Paul en passant, que personne ne connaît. Tout le monde connaît Georges Karam, personne ne connaît son intégrateur qui s'appelle Paul. Chic type, un génie, puis qui fume des très bons cigares aussi. Je tiens à le rappeler. Merci Paul. Mais ceci étant dit, sa réponse était fulgurante. Il dit, Anthony, quand tu as tort, tu l'assumes, tu t'excuses, puis tu es vulnérable envers ton équipe, puis tu vas voir, ils vont te suivre encore plus la prochaine fois. Puis je me suis mis à appliquer ça trop tard dans ma vie, c'est-à-dire en 2024. Il y en a qui vont dire trop tôt, j'avais 28 ans. Pour moi, c'était trop tard. C'est dans le sens,
pas trop tard, là, je regrette rien, mais j'aurais aimé ça le savoir plus tôt. Parce que depuis que je fais ça, on est capable de tourner le bateau plus rapidement. Ouais. C'est mieux pour l'entreprise, c'est pas une question d'ego. On a tous tort à plein de moments dans nos vies. L'important, c'est d'être capable de changer de cap rapidement, puis de prendre sur toi, puis de continuer d'avancer. Excellent conseil. Voilà. Non. Livre d'affaires que tu as recommandé au moins 3 fois avec toutes les lectures que tu as faites. Tu as recommandé pas mal de livres. Père riche, père pauvre, honnêtement, extrêmement game changer dans ma vie de comprendre justement le concept. C'est une mentalité. Hein. Ça t'amène le mindset du père riche puis du père pauvre. Ça m'a amené en passant quand j'avais, d'où ce que tu as vu dans le côté sombre des affaires, dans le podcast, on parle beaucoup de mon changement de mindset, on va dire entre 15 ans et 20 ans. À 17 ans, j'ai quitté Sainte-Julie, changé de cercle parce que j'avais lu à 16 ans Père riche, père pauvre. Et dans ce livre-là, je voyais beaucoup de mes amis de l'époque dans le mindset de père pauvre. Puis c'est rien de négatif. C'est juste que dans ce livre, on voit que c'est une question, tu sais, on dit que la richesse, c'est pas de l'argent, puis c'est vrai. Dans ta tête, si tu as une mentalité pauvre, on va dire comme ça, là, mais pas pauvreté argent, ben tu te dis tu peux pas faire ça, je subis ma vie. Puis moi, j'avais vraiment des croyances complètement différentes de mon cercle d'amis à l'époque, et donc ce livre m'a permis de complètement changer de cercle d'amis, quitter ma ville. Je suis parti avec mon sac à dos à Longueuil, j'ai recréé ma vie à partir de là. Et honnêtement, une phrase très vraie qu'on lit dans le livre, c'est tu es la moyenne des gens qui t'entourent, et donc entoure-toi de personnes qui ont atteint les objectifs que tu veux atteindre, puis ils vont te tirer vers le haut. Si tu fais l'inverse, ils vont te tirer vers le bas. Les mêmes valeurs que toi aussi. Exactement. Fait que père riche, père pauvre. Le deuxième qui est vraiment important pour quelqu'un qui est dans un rôle de visionnaire, qui se pose des questions, qui se remet en question, qui se demande si iOS va changer sa vie. Tu devrais lire Good to Great, ça c'est sûr et certain. C'est un livre incroyable qui va te prouver que toutes les niaiseries que tu fais alentour de ton core business, c'est une perte de temps. Tu ne le vois pas de même aujourd'hui, mais c'est une perte de temps. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Tu sais, Thierry, j'ai acheté... C'est normal que quand tu commences une business, à un moment donné, il faut que tu aies des revenus au début. Tu es éparpillé un peu, mais il faut rapidement... C'est pas normal. C'est pas normal. Je te jure, aujourd'hui, là, je crée une entreprise, elle a un service, un produit au max 2. C'est tout. Puis ouais, t'as le cash flow pour partir, puis t'as fait la rente. Mais au début, c'est difficile. Si t'as pas encore bien saisi ton sweet spot, il faut que tu ailles tester, mais il faut se ramener rapidement. Trop longtemps, les compagnies continuent à faire 80% de produits ou de services qui ne ramènent rien. Exact. On est d'accord. Puis ils ne s'arrêtent pas. Puis c'est là que ça les amène. On est d'accord. En fait, j'ai cru une bonne partie de ma vie que il fallait que je rende ça vraiment clair pour tout le monde, puis je complexifiais les choses. T'sais. Rends ça simple. Passe ton temps à dire non, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de rendre les choses simples. On aime ça complexifier. Le cerveau, il aime ça attacher, puis complexifier, attacher plein de choses à copy-paste. C'est vraiment une compétence que tu dois acquérir en tant que visionnaire et même intégrateur de simplifier les choses. En fait, tous les comités de direction devraient être alignés là-dessus. Et ça va conclure, en fait, avec les 2 livres. Je ne vais pas juste t'en donner 2 au lieu de... Ça va faire 4 au total. Mais The One Thing, qui va t'aider, toi, à comprendre ce que tu dois faire. Mais The Process of Process, qui est vraiment un bon livre pour créer des processus. Tu dis ça, puis tu dis, un process, ça peut pas avoir 7 étapes. Puis là, tu fais comme... OK, on va l'essayer, puis finalement, tu réalises que ton SOP, il fait ce qui est des Standard Operating Process, là, fait que ton livre d'opération d'entreprise, le nôtre fait 25 pages. Puis, il a déjà fait 250 pages. Ouais. Tu sais quoi, maintenir 250 pages annuellement, juste ça, c'était 3 mois de travail pour notre DRH. C'est pas une perte de temps, c'est une perte de temps. C'est trop compliqué, il n'y a personne qui le suit. Exact. Fait que finalement, c'est tellement compliqué que personne ne le suit. Fait que là, tu passes ton temps à taper ces têtes de gens qui suivent pas des processus qu'ils comprennent même pas. Regarde, ça fait 25 pages, c'est tout visuel. Tu veux plus de détails, tu cliques, il y a une vidéo qui t'explique comment. C'est simple. C'est simple. Fait que, pour résumer, si tu veux simplifier, The Process of Process puis The One Thing va t'amener ce mindset-là. Good. Puis pour finir, une phrase que tu dirais au début de ton aventure. Donc, une phrase que je dirais au début de mon aventure. Que tu te dirais si tu étais au début de ton aventure. Donc, quelque chose, tu dis des fois, je regretterais pas des regrets, mais qu'est-ce que tu te dirais si tu avais 19 ans? C'est vraiment pas des regrets. C'est vraiment pas des regrets, mais je pense que cette entrevue passe beaucoup sur mon parcours entrepreneurial qui a été
tumultueux, comme tous les entrepreneurs, mais j'ai eu beaucoup d'entreprises, réellement beaucoup. Juste te donner une idée, Thierry, j'ai acheté des restaurants. T'sais, on est en 2019. Je dis à Marc-Antoine, à l'époque, qui était notre CFO, qui est encore là aujourd'hui parmi nous, mais ça s'étant dit, je dis, hey Marc, j'ai un bon deal, on va acheter des restaurants que je n'aimerais pas le nom. Là, mais bref, dis-toi que c'est un resto-bar très connu. Là, puis pire que ça, je dis, le deal est tellement bon, on va en acheter 3. Fait que, il me dit, t'es tombé sur la tête. Tu sais, comment tu vas gérer ça? Puis, t'as aucune expérience. J'ai dit, oui, mais moi puis ma femme, on aime ça sortir de l'agence, puis après ça, aller manger au restaurant. On va économiser. Hein? On va économiser avec notre restaurant. La seule fois qu'elle est venue, Thierry, elle a été serveuse parce qu'il y a une barmaid qui était pas rentrée. Puis, tu vois le genre de pattern. Fait qu'elle n'est jamais revenue. Puis la pandémie a frappé. Fait que quand les restaurants ont fermé, j'étais pogné avec 3 restaurants. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Fait que, grosso modo, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu des clubs, j'ai eu des restaurants, j'ai eu des clubs, c'était dans mon jeune temps. J'ai eu une agence marketing, j'ai eu toutes sortes de compagnies de logiciels, toutes sortes de compagnies immobilières. Tu sais, sache-le, je considère pas qu'on est en immobilier, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme Nicolas, mettons, de la détention d'actifs. Nous, on vend un produit, un service. Tu sais, on vend, monsieur, madame, tout le monde, une maison, un chalet, on les aide à construire, on des choses de matériaux. Fait que je veux jamais être juste dans la détention. Pour moi, ça m'excite pas. Le défi... Monsieur le visionnaire, revient à la question. Ben, parce que la vérité, je dirais, fais-en moins. Aux jeunes de 19 ans, fais-en moins, simplifie les choses. Puis la vérité, c'est que c'est pas un regret parce que je savais pas ce que je voulais à l'époque. Ce que je savais, c'est que je voulais apprendre. Puis j'ai appris énormément de ce que j'ai fait. J'ai eu énormément de succès. J'ai côtoyé de magnifiques personnes qui m'ont aidé à être où je suis aujourd'hui. Fait que je referais pas mon parcours différemment. Mais je me dirais, fais-en moins. La seule chose, c'est que même si je me plus de concentration. Plus de focus. Puis je pense que si j'avais fait ça, j'aurais pu faire plus avec moins. Mais la vérité, c'est que même si je m'étais dit ça, puis ça s'adresse à vous qui écoutez cette vidéo, si vous êtes dans ce pattern-là, tu t'écouteras pas. Faut que tu le fasses. Moi, je suis le même. Moi, faut que je fasse la gaffe pour comprendre que c'est une mauvaise idée. Oui, je me demande tout le temps, en tant que parent, on donne des conseils à nos enfants. À un moment donné, ça rentre une oreille, ça sort. Tant qu'ils l'ont pas vécu. C'est le meilleur apprentissage, c'est l'action, puis se tromper. Apprendre de ça, puis revenir. Ah, écoute, on m'a dit, Anthony, gérer de l'inventaire de restaurant, t'es pas prête. J'étais vraiment pas prête. C'était tout un show. On fait du déboisement en raquette, en pleine gueule. Oui, penser pouvoir économiser en déboisant nous-mêmes. Ouais, je pense que Claude Barry existe, il est exceptionnel. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce bon moment. On a appris beaucoup de choses, puis j'espère que les auditeurs ont appris beaucoup de choses. Prendre des conseils, puis essayer de les appliquer. Merci Thierry pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le podcast Visionnaire. J'espère que cette discussion vous fera réfléchir sur vous, sur votre entreprise et sur vos ambitions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.